Ho ho ho! Pour ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour? Aujourd'hui, avec Mystery, on a 2 mots à vous dire. Chaque jour qui passe nous fait franchir des échelons vers le dernier jour. Et nous allons regarder ce qui se passe sur l'échelle de Jacob. Salut, Mystery. Hello. Je sais pas où je me situe dans l'échelle de Jacob. Je la monte, je la descends, je reste sur place. J'en sais rien du tout. En même temps, c'est pas très clair en fait dans le film. Savoir si c'est plutôt une dégringolade ou si tu montes, c'est pas hyper net quoi. Tu finis par monter. Enfin, peut-être que tu descends avant de monter. Il monte, il descend, il est perdu. Film que j'avais vu très jeune, bande-annonce probablement vu durant les trucs de Pierre Tchernia, Ciné-Mardi, tu vois. Ouais. Qui te brûle le cerveau et tu fais « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il est sorti en janvier 91, donc moi j'avais pas du tout l'âge de le voir en fait globalement. En revanche, quand j'allais chez le marchand de journaux, il y avait un magazine qui s'appelait Mad Movies. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est. En revanche, ça, je l'avais de temps en temps. J'arrivais vaguement, quand les couvertures étaient pas trop hardcore, j'arrivais à me le faire acheter, tu vois. Donc ça allait. Et résultat, en fait, l'échelle de Jacob, ils en ont beaucoup parlé dans Mad Movies. Donc t'avais des extraits, des images, des objets, des photos à l'intérieur du magazine où tu te dis, mais ce truc a l'air... Puis Prix d'Avoriaz, tu vois, c'est un film un peu particulier quand même pour son époque. Moi je l'ai chopé sur Canal, réalisé par Adrian Lyne, qui est un réalisateur bizarre, qui a une filmo... on en a parlé parce que moi j'ai fait 9 semaines et demie déjà. Voilà. Donc 9 semaines et demie quoi. Et vous irez écouter ce que j'en ai pensé, c'était pas fou. C'est un clipper, c'est l'époque des réalisateurs clippers. Donc c'est quelqu'un qui vient du clip de la pub, un peu comme d'autres, Michael Bay, Tony Scott, etc. Donc c'est assez esthétisant. Et là ce qui est étonnant, c'est qu'en fait il a esthétisé le sale. Mais vraiment le truc un peu glauqui, et surtout il essaye de ne pas utiliser d'effets spéciaux. Donc en fait la plupart des prises de vue qu'on voit sont faites avec la caméra. Donc il y a des ralentis, il y a des accélérés, il y a des jeux de flash et de machin, mais il essaye de faire un contexte en tout cas réalisé de manière traditionnelle. On peut faire le pitch. Tu fais le pitch. Alors moi mon pitch, c'est la drogue, c'est mal, voyez. Un ancien du Vietnam perd pied, ne sait plus s'il est au Vietnam, mais ou du retour de Vietnam, ou s'il est vraiment dans le monde des vivants ou ailleurs. Il y a des images fortes, hyper impressionnantes pour ceux qui ont joué à n'importe quel jeu d'horreur sur Xbox, GameCube et PS5. Ils sont pas... Silent Hill principalement. Disons que Silent Hill s'est beaucoup inspiré de l'échelle de Jacob. Non, mais The Devil Within... Après, mais tu vois, la pierre angulaire de ce genre de jeu qui arrive autour de Resident Evil et Silent Hill s'inspire beaucoup de l'échelle de Jacob. Pour l'étrangeté, en fait, du contexte dans lequel t'évolues. Ouais. Et surtout, les flashs qu'il a, en fait, sont macabres, 2 très dérangeants, on frôle la folie, on n'est pas loin de cet univers, tu vois... du mythe de Cthulhu, quoi. Quasiment. On n'y est pas encore, mais... Il y a de ça. C'est un cauchemar. Alors, en termes de cauchemar, David Lynch fera le cauchemar ultime plus tard. Mais tu vois, dans le cinéma de genre, un peu grand public, on y est presque. En termes de qualité, je le rapproche du Silence des agneaux. Tu vois ce que je veux dire? Le Silence des agneaux a pris un genre du serial killer de Corman, B-movie, et on a fait quelque chose. Il l'a élevé à un rang extraordinaire. Là, l'échelle de Jacob, c'est le film d'horreur, le petit film d'horreur un peu bizarre, tu sais pas, ça part dans tout, avec de l'argent, avec des studios, avec des putains de comédiens, portés surtout par Tim Robbins, que je connaissais pas à l'époque, qui a pas encore fait Les Évadés, Shawshank, donc ça tient la route de manière incroyable. Et surtout, avec un rythme qui est un peu, alors aujourd'hui qui est peut-être un peu lent, je pense. On pourrait peut-être le classer dans le Elevated Horror aujourd'hui. Oui. C'est un film qui serait chez A24 ou tu vois. Clairement. Tu vois. Et c'est ça qui faisait que c'était un ovni à l'époque, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un film d'horreur, tout en étant un film d'horreur, puisque
en fait, tu sais jamais si c'est une réalité, c'est-à-dire est-ce qu'il voit ces monstres, est-ce qu'il se les imagine, est-ce que c'est réel, est-ce qu'il est dans un cauchemar, et en fait, c'est là-dessus que joue l'échelle de Jacob, en partie, en tout cas le film. Donc au scénario, c'est Bruce Joel Rubin à qui on doit Ghost, Deep Impact, Stuart Little 2 et The Time Traveler's Wife qui s'appelle Hors du temps. Tu vois, le mec, c'est grand écart, quoi. Tu oublies le plus important. Il a écrit quoi? Son premier scénario, c'est L'Ami Mortel, film de Wes Craven. C'est oui. Une bouse, hein, mais qui me tient à cœur. D'accord, je vois. Adrian Lyne, on lui doit donc Flashdance, parce qu'en fait c'est ça son fait d'arme principal. Ensuite il fait 9 semaines et demie, il a fait Liaison Fatale quand même, il a fait le remake de Lolita, et il a fait Proposition Indécente. Oui, il s'est coincé tout seul après. En fait il s'est retrouvé dans le thriller érotique et les films érotico quelque chose, tu vois. Oui. Je pense que c'est un peu ça son problème. Ensuite dans le casting on retrouve donc Elisabeth Peña, qui joue Jessie, qui est la petite amie de Tim Robbins, soit dans la réalité, soit dans une des réalités du film, parce qu'en fait, comme on ne sait pas vraiment pendant un certain temps ce qui se passe, et on n'ira pas beaucoup plus loin, donc elle a joué dans Le Clochard de Beverly Hills, dans Blue Steel, dans Sauver Willy 2, qui n'a pas une grosse carrière, mais en fait, on a l'impression de l'avoir déjà vue 1000 fois, cette comédienne. C'est la mère de Richie Valens. C'est la mère de Richie Valens dans La Bamba. Et là, on a perdu 3/4 du public. Ensuite, il y a Danny Aiello qu'on a vu donc dans Do the Right Thing, dans Léon ou dans Hudson Hawk. On n'a jamais assez parlé, mais on en parlera plus. Puis après, il y a toute une série de comédiens et de comédiennes. Dans les noms à noter au casting, il y a Jason Alexander qui passe une petite tête. On a suffisamment parlé dans Seinfeld et dans Pretty Woman. Il y a Eric Lassalle qui fait genre un flash, il est là dans une séquence, donc lui on l'a vu évidemment dans Un prince à New York, mais aussi, surtout, dans Urgence. Et il y a Ving Rhames, tout mince, qui joue un des vétérans. Honnêtement, si tu sais pas que c'est lui, tu peux le louper, en fait. Tu le reconnais, mais en même temps, physiquement, il ressemble pas du tout à la partie Ving Rhames, Mission Impossible, quoi. Voilà. Danny Aiello, qui est... Je ne sais pas ce qu'il joue. Il joue un Kiro. Il joue un kiné ou un truc comme ça. Il joue quelqu'un qui est Kiro dans la vie. Mais je sais pas qui est cette personne. Ouais, c'est un peu étrange quand même, tu vois. Et il y a surtout un jeune Macaulay Culkin qui joue le fils de Tim Robbins dans une des réalités à nouveau, qui donc n'est pas crédité au scénario parce que ses parents pensaient que c'était pas une très bonne idée qu'il soit crédité dans ce film. Ils avaient peur que ça nuise à son image. Ouais, en même temps, dès que tu le vois, pour les gens de notre génération, tu fais « Ah, c'est Macaulay !» Non mais tu vois, après que tu le mettes pas au générique, pourquoi pas. Et surtout, il y a une musique qui est signée Maurice Jarre, ce qui est pas mal quand même pour un film de cet acabit, on va dire. Non mais, les films qui gagnaient à Avoriaz dans les années 80-90, de toute façon, c'était pas les productions de genre. C'était le truc en plus. Bah, le labyrinthe de Pan. Un nom dessus, quoi, tu vois. Mais oui. Mais t'imagines qu'Adrian Lyne, il a quand même refusé de faire le bûcher des vanités pour faire l'échelle de Jacob. Bah, ça lui a bien... Le choix bien éclairé, tu vois. Le bon choix. Tu m'étonnes. Et ils avaient pensé à Tom Hanks pour le rôle principal. Et Tom Hanks a refusé pour aller faire le bûcher des vanités. Le bûcher des vanités. Ouais, je trouve ça pas mal comme idée. J'aime bien ce genre de concept. Sinon, dans les réalisateurs, il y avait Sidney Lumet, Michael Apted et Ridley Scott, qui ont eu plus ou moins le projet entre les mains. Bah, de toute façon, si c'est pas Line, c'est un des frères Scott. Hein. Mais tu vois, c'est fou quand même. Alors, mais bon, les prix, non, bon, bah. Tu vois, un Sidney Lumet, je sais pas ce que ça aurait donné quand même. Hein. Ridley, peut-être. Michael Apted, c'est pas sûr, parce que c'est quand même des réalisateurs plus traditionnels, on va dire. Adrian Lyne, il est capable de faire des trucs un peu... Ouais, c'est vrai. Et en fait, le projet, surtout, n'a failli pas aboutir parce que Paramount avait mis fin au projet. Parce qu'ils trouvaient que ça allait pas, que l'argent, que c'était pas le bon moment. Sans doute, ils étaient pas capables de savoir comment produire le truc. Et c'est Mario Casar et Vejna de Carolco qui ont sauvé le film. On avait parlé pour Terminator, donc c'est eux qui sont arrivés avec ce budget, en fait. C'est la grande surprise du film. Quand je l'ai lancé pour préparer l'émission, j'ai fait « Oh, punaise !» Ah, c'est un Carolco. Producteur, pas du tout. Et surtout, dans la carrière de Tim Robbins, c'est ce qui lui a permis en fait d'aller faire Les Évadés, parce que Frank Darabont l'a vu dans l'échelle de Jacob en disant il est super, c'est lui que je veux. Ah bah voilà. Donc comme quoi, choix. Tu vois, c'est plutôt un bon choix. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce film à part ça? Moi je trouve qu'il a un peu vieilli dans le rythme.
Mais en revanche, fondamentalement, il n'a pas bougé. Si vous faites comme moi, que vous le mettez à 23h un samedi, donc vous avez tout le temps, c'est la bonne ambiance, tu vois, il n'y a plus de... Bon, faut pas vivre dans une rue animée, tu vois, c'est l'heure. C'est l'heure parfaite. Donc on recommande l'échelle de Jacob ? Je recommande l'échelle de Jacob. Qui est un grand film. Oui. Qui est un grand film parce que le propos du film est important. Caché sous ces couches de machin, en fait, il y a un vrai message. Mais on n'en dira pas plus maintenant parce que ce serait dommage. Mais c'est vraiment un chouette film. Si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait on arrête de poster sur X. Donc le compte reste ouvert encore un peu, mais on va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? It's one of those days. And every day, he wonders what is happening to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like demons, Jess. They weren't human. What were they, Jake? Let me look at your hand. You have very strange lines. See, according to this, you're already dead. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I've seen them too. Maybe the demons are real. He's running 106 feet with... This is barbaric. I can get rid of the demons. Who are you? I can block the ladder. Where are you taking me? Where am I? Where do you want to go? Home. This is your home. You're dead. I'm not dead. What are you then? I'm alive.